J'ai grand plaisir de passer la parole à Aliette Gément, qui va nous donner une lecture de la crise et éventuellement tracer quelques pistes de solutions éventuellement. Je vais essayer. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, dans le grand décor méthodologique qui a été planté par Philippe, et en ne répétant pas les points cruciaux qui ont été soulevés par Didier, je prendrai une perspective franco-anglo-saxonne, puisque je passe 2/3 de ma vie familiale et professionnelle aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Je reconnaîtrai, dans l'espoir de les corriger, dans cette crise interminable, au moins 4 dérives. Premièrement, la dérive de la régulation américaine qui a commencé en 1991 avec la destruction par le président Clinton du Glass-Steagall Act qui avait le mérite de séparer les activités de banques d'investissement et banques de dépôt et qui donc protégeait totalement les dépôts des petits investisseurs des opérations de marché voulues par certaines banques. Dérive des marchés hypothécaires américains avec l'octroi de prêts souvent égaux à 110% de la valeur du bien immobilier et un président de la Fed nommé Greenspan qui sera jugé par l'histoire pour avoir dit et répété à ses concitoyens, dont moi-même, « You should use your home as a teller ». Vous devriez utiliser votre maison comme un distributeur à billets, maison non payée, bien sûr. Deuxièmement, dérive des instruments dérivés que Didier a évoqués et que je peux aussi dénoncer puisque j'en suis un peu expert, même si je les ai quittés pour les matières premières. Trop d'exotisme au cours du temps. Tellement d'exotisme qu'on ne sait plus ce qu'il y a enfoui dans un instrument qui s'appelle un bespoke, fait sur mesure, ou un CDO square, le carré d'un CDO. Or, si on relit le texte du comité Nobel qui, en 1997, récompensa la fameuse formule de Black-Scholes-Merton de 1993, ce texte mettait en lumière la belle simplicité du modèle qui permettait cette simplicité à tous de le comprendre, les petits acteurs et les grands acteurs sophistiqués. Le vendeur du dérivé se couvre avec le sous-jacent, il fait payer à l'acheteur le coût de sa couverture et tous les deux suivent les mouvements du sous-jacent pendant la durée de vie de l'instrument dérivé. En opacité totale, cette procédure est complètement impossible. Troisième dérive, qui est reliée, la dérive mathématique, c'est-à-dire la prise de contrôle de la finance de marché, par des gens intellectuellement brillants, mais ignorant tout de la théorie économique. On prend ce même CDO ou ce CDO au carré et on cache derrière un processus de Poisson à intensité stochastique dont je retiendrai plusieurs éléments. Premièrement, la non-unicité du prix. Non-unicité due à diverses raisons. La première, celle de l'incomplétude du marché dans lequel on se trouve, incomplétude qui est une notion difficile, néanmoins définie depuis longtemps, les années 50, prix Nobel d'économie, Arrow et Debreu, incomplétude matérialisée par ce que Didier a appelé prix du modèle, et donc autant de modèles et autant de prix. Par conséquent, je ne sais pas si le prix aujourd'hui est 50, 100 ou 200. Donc, je vous vends à 100. Demain, vous me revendez à 200 et après-demain, je vous revends à 400. Nous encaissons quantité de bonus et nous sommes très contents. Jusqu'au jour où tout explose, jusqu'au jour où ces instruments sont déclarés non valorisables, donc doivent être mis en stockage dans un coffre avec le label Toxic Assets. On ne sait pas quelle est leur valeur. Et bien sûr, le nettoyage de la toxicité est laissé aux citoyens ordinaires, le payeur et le nettoyeur en dernier ressort.
Un autre élément que je voudrais mentionner, et certains d'entre vous dans cette salle reconnaîtront le point, dont la fameuse valorisation par arbitrage, sous l'hypothèse AOA, no arbitrage, nous effaçons totalement la prise en compte du collatéral nécessaire à mettre au regard de l'instrument dérivé que l'on a vendu. Ce collatéral est nulle part présent dans le bilan, alors qu'il est présent quand on rentre dans une transaction sur un instrument futur, instrument linéaire, simple et transparent. Dans les années 1990, c'est-à-dire il y a 3000 ans, j'étais directeur de la recherche à la Caisse des dépôts, en charge des caisses d'épargne qui avaient beaucoup d'argent sur leur bilan. Et en ces temps anciens, la gestion actif-passif était une activité noble et passer du temps à regarder le bilan de la banque toutes les semaines était une utilisation méritée de notre emploi du temps. Aujourd'hui, ALM, c'est un mot tellement ennuyeux, so boring, comparé à une option asiatique, comparé à une option cliquet, et de surcroît, cet ennui total est en plus inutile, puisque quantité d'opérations de leverage se font en dehors du bilan et que la comptabilité est elle-même devenue financière, comme Didier l'a discuté. Quatrième dérive, et je m'en tiendrai là, la dérive des agences de notation. Dans les années 2001, dans le monde de l'énergie des États-Unis où je me trouvais, la firme appelée Enron était mythique. Tout le monde ne parlait que d'elle. C'était l'entreprise de référence, l'entreprise modèle. En novembre 2001, Enron fait faillite. Événement catastrophique majeur. Les employés perdent leur emploi. Les employés perdent leur retraite. Quantité de dommages collatéraux dans les édifices financiers montés par les directeurs financiers et autres. Du côté des agences de notation, bleu fixe. Moody's, Standard & Poor's, notation d'Enron, parfaite. La dégradation a lieu après que la faillite ait été intégrée par les marchés. Dans la crise des subprimes, les agences de notation ont de nouveau joué un rôle lamentable, avéré. Juste pour un exemple, ce CDO, vendu par Goldman Sachs à une petite banque allemande, une banque d'un Länder allemand, et où, remarquablement, 100% des prêts de la tranche senior AAA ont fait défaut. Aujourd'hui, ces mêmes agences de notation mettent une pression intolérable sur tous les États, le nôtre en particulier, les miens en particulier, puisque les États-Unis et la France ont tous les deux perdu leur AAA, et il convient de les arrêter. Comme dirait mon étudiant doctoral Nassim Taleb, celui qui a mis un bus d'écolier dans le ravin alors qu'il conduisait avec un bandeau sur les yeux ne doit pas se voir redonner un bus tout neuf avec d'autres écoliers. Les agences de notation ne peuvent ressortir avec un look flamboyant de leurs défaillances successives. Il convient de les arrêter. Il convient de les arrêter dans des assemblées qui sommes la nôtre, de dire, d'écrire et de répéter leur faillite. Il convient pour les journalistes français et italiens qui discutent la perte du AAA de leur pays, de commencer par rappeler l'histoire au cours de ces 10 dernières années, pas si lointaines, 10 dernières années, de ces agences de notation. Enfin, pour finir sur une note positive et pour reprendre une préconisation qui ne m'appartient pas, celle de l'économiste Jacques Delplat, je crois au mouvement, je crois à l'impulsion, à la volonté qui peut être impulsée par quelques individus. Le général de Gaulle l'a démontré dans des temps très durs. Jacques Delplat suggère une taxe immédiate de 4% dans notre pays sur tous les avoirs de tous les Français au-delà d'un seuil de revenus et de patrimoine. Et ces 4%, je préconise qu'on les mette dans l'économie réelle, dans la création d'emplois industriels pour reconstruire l'industrie d'excellence que nous avons perdue, rivaliser sur un pied d'égalité avec nos amis allemands et renforcer l'Europe. Je vous remercie.